un peu plus de nouveau pour nous produire un débat de qualité ou un échange de qualité sur la proposition de loi portant modification du Code de la famille. Je vais de manière prioritaire prendre 2 ou 3 parlementaires, des étudiants, pour les écouter sur cette loi. Après, nous allons accorder la parole à l'honorable Mbaou pour une mise au point qui donnera certainement lieu à quelques échanges, mais soyez-en rassurés, c'est un homme de science. Il est disposé et prêt à affronter qui que ce soit sur sa proposition de loi. Je vous remercie. Nous invitons l'honorable Exaucé Katumba pour son allocution sur la loi Mbaou. Honorable, vous avez 2 minutes 30 secondes. Honorable Président, chers membres du bureau, distingués invités, chers collègues. C'est un honneur pour moi de prendre parole du haut de cet hémicycle pour dire un mot, ou soit encore émettre un avis sur la proposition de loi d'un éminent professeur des universités, homme d'église et député national, l'honorable Daniel Mbaou, dont je salue la présence. En effet, la proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille sur la fixation de la dot est anthropogénique, tentaculaire et sociologiquement ancrée dans la profondeur de notre ethos ou encore de notre cosmogonie. Mais ça c'est l'honorable Daniel Mbaou qui parle ou... Je soutiens cette loi parce qu'elle vient résoudre une lacune dans l'actuel code de la famille et se présente comme étant un rempart contre les désordres familiales qui s'observent autour de la fixation de la dot. Et ici, j'aimerais d'une part marteler sur le fait de dire que la dot n'est pas un sujet pour rendre les familles opulentes ou encore les parents opulents. Elle n'est pas non plus un sujet pour rembourser les parents de tout ce qui a servi à la formation, à l'entretien et à l'épanouissement de la jeune fille dès sa naissance, bien évidemment, jusqu'à l'âge adulte. Cependant, pour soutenir davantage mon propos, je vais ici informer à ceux qui ne se fient qu'aux rumeurs du marché, à ceux qui reçoivent des informations un peu en désordre par-ci par-là, dire que la question relative à la fixation de la dot n'est pas une invention extraterrestre. Elle n'est pas nouvelle, mais elle a été aussi déjà adoptée ou soit en cours d'adoption dans d'autres législations. Tenez, par exemple, au Mali, la loi de 2011 portant code des personnes et de la famille fixe à son article 288 le plafond de la dot à 15 000 francs CFA. Encore une fois, au Congo-Brazzaville, c'est depuis 1984 que l'article 140 de la loi portant code de la famille du 17 octobre 1987 fixe le maximum de la dot à 50 000 francs CFA. Bien évidemment, il y a aussi l'Ouganda qui fixe les prix de la dot à 500 $. Et enfin, en Afrique du Sud, les débats autour de la fixation de la dot viennent d'être relancés. Ceci dit, pour conclure, nous invitons tous ceux-là qui ne veulent pas s'informer, qui n'ont pas la culture ou l'esprit de lecture, mais qui ont la critique facile, sans analyse, de plutôt se taire et d'observer comment cette loi sera adoptée. J'ai dit. Nous remercions l'honorable Exaucé qui, c'est pour elle, c'est un petit frère de l'honorable Daniel Mbaou. Vous êtes parenté? D'accord. Bon, on va tester un peu, on verra si vous n'êtes pas parenté, peut-être par hasard. Parce que c'est toujours possible. Hein. Parce qu'à l'écouter, à vous avoir écouté, j'ai l'impression... qu'il y a une similitude qu'il va falloir revoir. Nous invitons à présent l'honorable Myriam de la circonscription de l'Unikienne pour son allocution. Ça fera pas très beau. Honorable Président, chers membres du bureau, distingués invités, chers collègues,
C'est pour moi un privilège de prendre parole du haut de cette tribune. En prélude, je m'en vais saluer la présence des autres personnalités et de nos invités d'honneur venus pour célébrer l'étudiant congolais que nous sommes. Je voudrais également à chaud rebondir sur l'intervention de mon prédécesseur. En effet, il nous a présenté toute une liste de pays qui auraient déjà légalement fixé le montant de la dot. Comme quoi, c'est un argument pour soutenir la proposition de loi du professeur et député national Daniel Mbao. Mais moi, je pense que ce n'est pas parce que les autres pays ont fixé le montant de la dot que nous devons aussi le faire. Cela est un suivisme inutile. D'ailleurs, je tiens à rappeler que c'est le mimétisme de notre législation qui est à la base de l'inefficacité de nos textes de loi. La solution n'est pas de créer une inflation juridique par de nouvelles propositions qui, prétendant être une solution, vient enflammer la faiblesse, vient encore enflammer une fois la faiblesse de notre système juridique. Et à ce sujet, je vais prendre un aspect de la proposition de la loi Mbao qui, à mon sens, va causer beaucoup de problèmes. Il s'agit ainsi donc de la possibilité de la pénalisation du dépassement du montant de la dot tel que fixé par la dite proposition de loi. Honorable Président, chers collègues, qui des hommes pourra attraire son beau-père en justice pour dépassement de la dot? Qui des femmes pourra continuer à aimer un homme après avoir attrait son père en justice pour dépassement de la dot? Et dites-moi s'il vous plaît, quelle est cette famille qui va marier de bon cœur sa fille après avoir été attrait en justice pour dépassement de la dot? Cette question remet donc en cause la pénalisation du dépassement du montant de la dot. Or, s'il n'y a pas moyen de pénaliser, c'est inutile de fixer le montant de la dot, au risque de voir cette disposition tomber en désuétude. Nous invitons ainsi donc l'Assemblée nationale et le Sénat, lorsque le moment sera venu, d'analyser cette proposition de loi, de réglementer la question de la dot de la manière qui rencontre les aspirations et vécus quotidiens des Congolaises et Congolais, et surtout, s'il vous plaît, j'insiste, à ne pas tomber dans le mimétisme. Je vous remercie. Merci, honorable Myriam, qui pose principalement la question de la possibilité de pénalisation de la dot, qui est autant repris dans l'exposé des motifs de la proposition de loi. Pour ceux qui l'ont lu, nous vous invitons à la lire si vous ne l'avez pas lu. Même si vous êtes sur le plateau, c'est en PDF, on a partagé ça maintes fois. Lisez pour que vous n'interveniez pas sans fondement. À présent, nous allons inviter l'honorable Gilbert pour son allocution. Honorable Gilbert, vous avez parole et vous avez 2 minutes 30 secondes. Honorable Président, chers membres du bureau, distingués invités, chers collègues, c'est une fierté pour nous de prendre parole à cette plénière qui célèbre les étudiants extraordinaires. Nous voudrons placer un mot et poser quelques questions sur la proposition de loi portant modification du Code de la famille du professeur Daniel Mbao. Illumini, nous voudrions rappeler que la République démocratique du Congo n'a pas effectué les recensements de sa population depuis 1984. En dépit de quelques enquêtes démographiques plus récentes, le flou règne à ce jour sur le chiffre exact de la population congolaise, qui varie de 90 à 105 millions de personnes. En effet, une fois la proposition de loi du professeur Daniel Mbao adoptée, elle aura pour effet de faciliter l'accès au mariage, avec comme conséquence la croissance du taux d'accès au mariage avec une probabilité d'avoir un enfant par an. Allez-y comprendre combien de fois notre population deviendra de plus en plus susceptible d'accroissement. Au-delà des chiffres, la question cruciale est du lien entre la démographie et le développement. La RDC fait partie des pays ayant la plus forte fécondité mondiale et par conséquent, elle présente l'un des plus forts taux de croissance démographique, sans ignorer la pauvreté et les conditions de vie dans lesquelles nous sommes suite à la démographie. Par là, nous nous posons les questions de savoir, primo, comment l'État va gérer
cette croissance démographique? Segundo, comment cette croissance démographique peut-elle avoir un impact positif sur le développement du pays? Et tertio, quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour assurer l'éducation, l'emploi, les logements et les transports d'une telle population? Nous avons dit. Honorable Gilbert, nous vous remercions. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là avec les honorables, sinon on va être baigné dans des débats qui vont nous faire dormir ici. Nous accordons la parole à son éminence, honorable Daniel Mbaou, pour rebondir sur les questionnements ici posés, dont principalement la question de la pénalisation et celle de la conséquence démographique éventuelle qui pourrait avoir l'iota de la loi, parce qu'il ne faut pas résumer la loi à la dot, s'il vous plaît. La dot est une de réformes, je veux dire la fixation légale par la loi est une réforme. Vous avez la parole, honorable. L'honorable a 20 minutes à chaud et il pourra revenir pour la suite. Monsieur le Président, distingués collègues députés, j'exprime ici toute mon admiration par rapport à la qualité des débats que vous avez engagés. Je ne pouvais pas, sous quelques réserves que ce soit, imaginer que à ce stade de responsabilité, alors qu'on est encore étudiant, on pouvait avoir la capacité, la technicité de calibrer les débats. C'est vrai que c'est une simulation, mais j'ai envie tout de suite que, de manière spectaculaire, que cette simulation se transforme en réalité. Là, ici, je parle non pas comme enseignant de droit, mais ici, je parle comme homme d'église. Si vraiment le ciel existe, je crois qu'il existe, que Dieu du ciel puisse vous oindre de manière particulière, de sorte que votre destinée pour la République démocratique du Congo puisse s'inscrire dans une dynamique des changements tous azimuts. Dans l'agora antique, c'est à travers des cadres comme ça qu'ils ont réussi à construire des paradigmes. Une société sans paradigme, sans pensée, est une société qui évolue qu'à un quart. C'est une société qui s'ébute et qui se retrouve dans le trouvaille, dans les échafaudages juridiques. Et finalement, ne sait plus s'en sortir. Il y a un des panélistes qui a évoqué, avant d'y rebondir, un élément très essentiel que nous devons tous construire à travers ces cadres. C'est la citoyenneté congolaise qui n'est pas ancrée et d'ailleurs qui n'existe pas. Il faut une convergence minimale autour des valeurs et principes. Et sur base de ces valeurs et principes qu'on peut socler une vision d'État. Sinon, on va faire passer des générations, parce que la facilité pour un politique, c'est de mettre les autres à la sellette, hein, de les critiquer parce qu'on est sain. Mais lorsqu'on ne réussit pas à reconsidérer les systèmes dans sa globalité, à y imprimer une philosophie, on tombe toujours dans les travers du surplace. Et de sorte que c'est la population et la République qui en paye cash. Donc moi, je voudrais, au-delà des débats politiques que vous faites, une mise au point, hein, qui est une petite orientation vers une réflexion philosophique qui peut aiguiser la pensée. Et j'ai été toujours d'accord avec le docteur Noël Tchanios qui affirme qu'il faut un plan Marshall. Et là, j'appuie en disant que le développement positif endogène ne partira pas simplement de la foultitude des textes que nous avons ou de la beauté de l'architecture institutionnelle, mais la qualité des hommes qui exercent l'action publique. Le problème du Congo, il est anthropocentrique. C'est là que je vais commencer mon propos.
il n'est pas normocentrique, c'est-à-dire que cloîtré sur la normation. Non, pas du tout. Il n'est pas non plus statocentrique, ça veut dire arc-bouté sur la structure ou la superstructure institutionnelle. Non, sinon on aurait trouvé la solution. Le problème, c'est vous, les hommes, c'est nous. Il faut reconsidérer l'homme, repenser l'homme pour asseoir une nouvelle dynamique, une nouvelle vision. Et derrière l'homme, il y a ce que j'appelle, vous allez m'excuser parce que l'essentiel a été dit par Kabango et l'autre ami. Ils ont pris ma place, ils ont dit l'essentiel. Alors, la construction d'un nouvel État partira des antécédents mythologiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des mythes partagés, des représentations partagées, idéologiques partagées. Sans ces représentations mythologiques, sans ces sémaphores, la République démocratique du Congo n'aura jamais de chance. Elle continuera à souffrir de ce que j'appelle, moi, qualifié de la polycentricité, de la normogénèse. Ça veut dire qu'on va avoir un objet spécifique avec une identité connue, mais qui souffrira d'une pluralité de perceptions. Et c'est cette pluralité qui crée la confusion. Et c'est cette confusion qui crée la crise. Nous sommes un état de la crise. Carbone Béni regarde la République sous son prisme du combat politique. Pour lui, pour être bon, il faut aller dans le combat, dans l'activisme. Un autre politique viendrait dire, ben, il faut le rajeunissement de la classe politique. Voilà, il regarde la République sous ce prisme-là. Mais un autre viendrait vous dire, il faut aller dans les valeurs. Alors, le plus important, ce qu'il faut qu'il y ait une convergence entre la pensée de Carbone, la pensée du président et la pensée de tout le monde. Comme ça, nous avons un référentiel commun. Et ce référentiel va nous éviter des sanctions arbitraires et draconiennes inutiles. Bien. Je vais entrer dans ma proposition de loi pour répondre à certaines questions. Je ne réponds pas, mais finalement, je veux dissiper quelques malentendus théoriques. D'abord, je ne suis pas un homme à buzz. Moi, je suis un homme d'État. J'ai été désagréablement surpris avec vous de constater que la proposition de loi avait fait du buzz. Et pourquoi la proposition avait fait du buzz? C'est simplement parce que la communication qui accompagnait cette proposition de loi avait raté, honnêtement. C'est-à-dire que nous avons une classe politique qui adore, qui adule les buzz. Une proposition de loi de 55 articles avec 12 innovations. Parce que nous sommes amoureux du buzz, les gens vont s'appuyer sur 4 articles. Ils en font même des chansons. 4 articles. Pour mettre l'auteur de la proposition de loi, et voire même, il y en a qui vont même jusque... Ça, c'est la facilité des Congolais, à contester même la pertinence scientifique de quelqu'un qui est accepté dans un monde scientifique, parce qu'il n'est pas d'accord avec lui sur une question de droit, alors qu'il n'est pas spécialiste de droit. Premier malentendu à dissiper, parce que ce texte-là ne s'appelle pas la loi sur la dot, madame. C'est une proposition de loi qui porte sur la modification du Code de la famille, la loi du 1er août 1987, qui est un texte d'imprégnation sociale et de régulation collective. C'est un texte qui date d'il y a plus de 30 ans. Pour votre information, peut-être il y a une question qui m'a été posée, je réponds directement, sur la poursuite pénale contre un beau-père qui irait à l'encontre des dispositions légales. Tenez, il n'y a pas que cette question qui peut paraître troublante. Il y en a bien d'autres. Et le Code de la famille du premier article à plus de 600 articles ne renferme que des dispositions troublantes depuis 1987. Pourquoi on n'est pas au courant? Parce qu'on ne l'interroge pas. Parce que vous savez que dans le Code de la famille, il y a une disposition qui prévoit l'octroi de la dot par procédure des offres et consignations réelles. Vous savez cela? C'est-à-dire que vous passez par les greffiers, l'huissier de justice pour signifier les créanciers de la dot par voie judiciaire.
voulu signifier le montant de la dot qui est payé, parce qu'il y a eu contestation, et le montant. Et Emma est supposé avoir été célébré légalement. C'est-à-dire que nous sommes dans une hypothèse où il y a eu contestation du montant de la dot ou refus injustifié d'accepter la dot parce que tel est du Grand Bandundu. Moi, je suis de telle province, je ne peux pas épouser là-bas. Tel est du Maniema ou tel est de l'Équateur ou du Grand Kassai, on ne peut pas épouser là. Aucune justification au fond, on refuse d'accepter la dot. Ça sont des cas de figure qui peuvent arriver. La loi prévoit une procédure où l'on saisit les juges de paix. Ça peut être même à la requête du ministère public. N'est-ce pas, madame? Depuis 1987. Vous parliez tout à l'heure ici de la pénalisation de l'excessivité. Ça n'est qu'une pénalisation assortie d'une amende. Alors, que diriez-vous de la procédure prévue depuis 1987? Alors que les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Alors que cette initiative ne pouvait pas être mise à découvert pour que les gens de bonne ou de mauvaise foi y critiquent. Mais elle existe et elle est cristallisée dans le code de la famille. La procédure consiste à imposer la dette par voie judiciaire, par voie d'offre. On doit lire d'offre et consignation réelle. Ma proposition de loi, comme deuxième malentendu, porte sur tous les segments du code de la famille, pas que sur la question d'OTAL, qui n'a à peine que 4-5 articles. Ma proposition de loi porte sur le fiançailles. Ma proposition de loi porte sur le droit international privé. Je crois que Maître Manix y est dans ces longs que depuis la modification du Code de la famille du 15 juillet 2016, lors de la législature passée, parce que les gens ont l'habitude de critiquer celle-ci, ils ont oublié que la législature passée a commis des dégâts. Les députés dans l'ensemble ont élagué l'article 915. Est-ce qu'on est au courant? Vous êtes au courant? C'est dangereux. Comment vous allez aspirer au plein emploi alors que l'article 915 de votre code des familles n'existe plus? Cet article a connu une abrogation par inadvertance. Alors que cette disposition faisait référence au code civil ancien en son titre 2 qui traitait des droits des étrangers ou des personnes avec éléments d'extranéité. Aujourd'hui, le droit international privé congolais n'a plus de soubassement commun. C'est ça la vérité sur le plan des droits. Ce que M. Djamal en prison, mourant, ses actes de dernière volonté auront des difficultés à être poursuivis en exécution. Parce que le droit international privé en droit positif congolais n'a plus de soubassement. Est-ce qu'on est au courant? Mais pourquoi vous ne vous posez pas de questions sur ça? La question de la translation des biens meubles et immeubles entre personnes privées. C'est vrai qu'il y a un code, la loi du 20 juillet 1973, la loi dite foncière qui organise la propriété, ainsi de suite. Mais cette disposition-là prévoit la forme d'acquisition, la procédure, comment les étrangers peuvent acquérir un droit positif congolais. Mais vous voulez que les Libanais viennent construire ici? Vous voulez que les Américains viennent investir ici? Alors que sur le plan de droit positif interne, il y a une lacune. Moi, je pense que vous vous serez arc-bouté sur cette disposition-là qui vous offre toutes les chances d'atteindre le plein emploi parce que les législateurs de 2016 avaient supprimé malencontreusement cette disposition. Et une fois à Paris, il y a un Français qui m'a dit, vous savez pourquoi je n'investis pas au Congo? Parce que votre cadre d'affaires n'est pas sécurisé. Je pensais qu'il allait évoquer la loi sur les investissements. Il m'évoque le code de la famille. Je dis, mais enfin, voilà. En sus de ça, il y a la question de la succession, très fondamentale, qui est abordée dans ces textes-là. Vous avez intérêt à lire parce que tous ici, nous sommes des potentiels successeurs. Peut-être il y en a parmi nous qui le sont déjà. Mais comment protéger votre succession contre les intrusions des tiers de mauvaise foi? Le code de la famille dit que lorsqu'il y a une seule résidence, je suis dans le cas d'une petite succession, celle-ci revient d'office aux héritiers de la première catégorie. Il y a une protection civile du patrimoine qui est déjà prévue des héritiers de la première catégorie. Mais il n'y a pas de sanction pénale, si bien que dans la pratique, on rencontre des violations intempestives. Il y a des gens qui ne respectent ni le code, encore moins les principes qui y sont contenus.
Kitama Lembankou pour Kinshasa, il fout le testament au pied du mur. Et vous voulez lui opposer cette disposition-là parce qu'il n'y a pas de sanction, elle est imparfaite. Monsieur outrepasse sa disposition. Donc, nous avons pénalisé cet acte-là et nous avons même rationalisé les avocats qui sont dans la salle. Ils savent que le gros des problèmes que nous avons dans nos cours et tribunaux, c'est ces problèmes de succession, surtout en ce qui concerne la suite logique ou l'avènement successif des liquidateurs. Je donne l'exemple de M. Carbone Béni, un grand activiste, mais père de 30 enfants, c'est un exemple. Résultat de plusieurs lits. M. Carbone meurt et la succession est ouverte. Vous apprenez que dans cette succession, il n'y a jamais eu un conseil de famille. 4 liquidateurs. Je suis dans un dossier pratique à Gombe où une parcelle est vendue plus de 5 fois. Et les héritiers en géole. Est-ce que va-t-on continuer à demeurer dans ces incongruités parce que nous ne sommes pas réceptifs à la réforme? Loin s'en faut. Nous protégeons également la femme mariée. Si vous me permettez, je vais atterrir rapidement. Nous protégeons la femme mariée contre des pratiques post-mortem, des pratiques superstitieuses. Généralement, dans ma circonstance, j'ai perdu une dame qui, après la mort de son mari, a été soupçonnée d'avoir été à la base de la mort de son mari. Pour y tester, la famille lui a proposé de prendre une ciguë. Et la mort s'en était suivie. Elle a saigné terriblement. Et les enfants aujourd'hui vivent à la belle étoile. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben notre pays a beaucoup de problèmes. Pourquoi il va aller légiférer dans ces secteurs-là? Vous estimez que dans le contexte actuel, il est urgent de laisser les conjointes survivantes dans des conditions de précarité et de dangerosité criminelle, comme ça s'est fait ici dans la pratique quinoise et congolaise? Loin s'en faut. Je viens d'inventer une solution pour protéger des grandes richesses. Voilà les grands paradigmes que je propose. Et moi, je veux, si le débat va être engagé, que ce débat s'axe sur ces paradigmes-là, que j'appelle le trust. Le trust, c'est une machine de production des richesses et de protection juridique de grande succession. Je vais dire aussi que le trust, c'est un mécanisme de transmission transgénérationnelle des richesses. Comparativement aux États développés, au Congo, quand un découille s'en va, et toute la richesse disparaît. Parce que les enfants sont incapables de gérer. Dans l'entretemps, ou parce qu'il y a des intrusions malencontreuses. Je vais vous en donner l'exemple. La succession d'Okolo, ça en était envolé en éclats. La succession Bingoto, et que sais-je encore. Alors j'ai pensé qu'il était possible que l'État puisse avoir un regard sur des grandes successions qui hébergent des emplois des Congolais, des milliers d'emplois des Congolais, et que ce genre de succession soit encadré. Ça veut dire qu'au-delà des deux mécanismes traditionnels de transmission des actifs successoraux, ça veut dire que le testament ou le mécanisme ab intesta, qu'on y ajoute les trusts, une personne sentant sa mort prochaine établit un document, un acte authentique où il transfère automatiquement ses biens à une fiduciaire, à charge pour celle-ci de rentabiliser les biens et de gérer au profit des bénéficiaires qui sont ses héritiers, qui deviennent par conséquent actionnaires de cette richesse. C'est une invention, d'abord qui protège les héritiers contre les intrusions des tiers. Vous venez vous trouver un bâtiment comme ça, vous voulez le récupérer, on dit que ça appartient à une fiduciaire. Et cette fiduciaire peut se transformer demain, évidemment, à une vaste machine fiscale. L'État peut compter autant de fiduciaires et évaluer. C'est ça la contribution sur le plan économique. Évaluer et percevoir. Et l'avantage pour les héritiers, c'est qu'ils sont mis à l'écart du contentieux successoral. Bon, enfin, ma loi, c'est quoi? Sur la dot. Madame, cette loi n'est pas calée. Elle est ouverte, cette disposition. Parce qu'elle prévoit une incise qui renferme ce que j'appelle de bonne qualification, la clause de convention numéraire. Ça veut dire que la subtilité du texte réside dans ce que il est interdit formellement à la belle famille d'imposer unilatéralement les montants qui vont au-delà de 500, qui est une indication légale. Mais il est autorisé par contre à l'homme parce que l'amour, c'est aussi une question sentimentale.
il est autorisé à l'homme d'aller au-delà de cette marge. D'aller au-delà de cette marge, pourvu qu'il en donne expressément son consentement. Ceci permet à ceux qui n'ont pas de moyens de pouvoir se marier autant que ceux qui ont des moyens. Ça s'appelle de la facilité légale. L'État a l'obligation d'accompagner les jeunes. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure que la famille, c'est le nœud de base. On peut s'engager que lorsque la famille, politiquement, lorsque la famille est ancrée et soclée dans les valeurs. Aujourd'hui, si vous regardez de plus près, une des causes de la recrudescence de la criminalité dans nos sociétés urbaines ici au Congo, c'est généralement parce que les enfants qui s'y livrent vivent soit avec les pères, ça c'est une statistique faite, et sans mère, soit avec la mère ou avec des grands-parents. Il faut reconnaître à chaque enfant le droit d'avoir un père et une mère, et en toute responsabilité. C'est aussi un droit fondamental. Il faut le pousser à aller vers la quête de ces droits fondamentaux. Mais maintenant, sous le débat autour de la liste d'Otal. La liste d'Otal rentre dans le champ de la coutume. Ma proposition de loi ne vient pas modifier. Par contre, elle vient créer un registre national d'Otal. Et ce registre national reprend de manière exhaustive tous les biens prévus par chaque coutume. Et ce registre sera établi par les ministres ayant les affaires coutumières dans ses attributions, en concertation avec toutes les autorités coutumières. Et c'est un consensus national qui sera cristallisé à travers l'aménagement de ces registres-là. Et que donc, il sera impossible qu'un Moulouba, un Kwakalonji, puisse demander comme un Moukongo. Qu'un Rega puisse demander comme un Moujilakasanga. Donc, c'est un mécanisme d'authentification et c'est un mécanisme d'acceptisation de la liste d'Otal. Et désormais, tout ça, ça veut dire que tous les biens modernes, les groupes électrogènes, les caméras digitales et que sais-je encore ne peuvent plus apparaître sur la liste d'Otal parce que ces biens relèvent de l'escroquerie. Pure et simple. Voilà un peu, de manière très ramassée, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette question. Si vous voulez bien, on va créer un autre créneau où je viendrai seul échanger avec vous sur chaque disposition et les bien fondés de chaque disposition. Pourquoi avoir, par exemple, limité le montant de 50 000 francs congolais pour la masse des frais à payer en vue de la célébration? J'ai vu quelqu'un ici publier sur les réseaux sociaux et revendiquer cet argent-là qui n'entre pas dans le trésor public. Est-ce qu'on ne peut pas encadrer et uniformiser cet argent parce qu'il est des autorités communales qui demandent des sommes qui ne sont pas prévues par la loi, des sommes importantes qui ne sont pas prévues par la loi. Et il y en a même qui vous demandent des biens qui ne sont pas prévus et même d'allocation des chaises. Donc ma proposition de loi proscrit tous ces actes-là, attentatoires au principe des valeurs. Et ma proposition de loi vient apporter un feutre de correction dans la vie en communauté. Parce qu'on peut bâtir une nation prospère que lorsque nous avons réussi à asseoir une famille forte, équilibrée et rationnelle. Je vous remercie. Mais honorable, il y a une question... Il y a une question qui est restée pendante, c'est celle de la conséquence démographique sur le développement du pays notamment. Parce que les gens auront la facilité de se marier, ils vont mettre évidemment au monde. Est-ce que la massitude de la population et tout ce qui va avec, vous pensez qu'il faut d'autres plaidoyers pour que cela soit accompagné? Écoutez, la République démocratique du Congo est un État à dimension quasi continentale. Si vous prenez les aires de la République démocratique du Congo, j'ai dit sous le contrôle du docteur Tchani, vous qui avez la chance de faire le tour du monde, vous remarquerez que l'espace congolais est caractérisé par des verdures. La République démocratique du Congo, immensement riche, mais n'est pas habitée. Nous sommes un des rares pays à avoir une dimension en termes de territorialité si dense, alors qu'il est des Congolais qui vivent dans la location et dans la promiscuité.
Donc cette politique ici, d'Otal, doit se conjuguer ensemble avec la politique d'aménagement du territoire. Il faut organiser la cité. Mon ami, l'État, c'est aussi l'organisation, fondamentalement. Et ça, je l'ai dit à mes étudiants. Pourquoi nous ne réussissons pas? Parce que nous n'avons pas la même approche sur l'État. L'État, c'est un artifice juridique. L'État, c'est une représentation de l'esprit. L'État, c'est une construction cardinale de la pensée philosophique. Et tous les architectes de l'État, Hegel, Kant et ainsi de suite, sont unanimes pour affirmer que l'État, c'est un cadre par excellence de production d'intérêt général. Nous sommes d'accord? C'est comme ça, quand moi j'enseigne l'État, je ne l'enseigne pas au sens classique du terme, comme une machine superstructurelle. J'enseigne l'État comme une machine de production d'intérêt général.